crois que notre admiration pour les... je cite des noms, les Chaplin, les Griffith, les Stroheim, les Fred Niblo, les Clarence Brown, On met en prison de force. Fake Brahms burning. He sees the check. E allora succede questo, che du parfait générique. Sorry, the number you have dialed is not in service at this time. The number you have dialed has been changed. The new number is... Please note, the new number is... We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. C'est un tableau comme ça. Voilà. On avait été voir Fernand Léger parce qu'on demandait sur le mandat jeunesse. Quand on a salué, au moment où on a fait le soulèvement de la jeunesse, après Isou, comme ça, avec Dufresne justement, voilà, que je t'ai montré. C'était un Yolande du Luard, et il y avait des bords aussi un petit peu. Pour financer le chose, on a demandé aux peintres des choses. Et Fernand Léger, il nous avait donné 2 tableaux qu'on a rendus aussitôt. C'est une connerie. Mais ça nous a permis, c'était... Voilà, Dufresne. Alors, Dufresne faisait partie du groupe Soulèvement de la jeunesse. Et voilà, et je le retrouve là. J'ai travaillé pendant 10 ans avec lui. Et c'était un très très grand poète lettriste. C'est lui qui a fait les meilleurs poèmes lettristes que je connaisse. Et ça, c'est des affiches. Je portais mon smoking, mes souliers vernis, pour danser le jerky, danser le wakiki. Nous frappions le plancher de nos pas compliqués. Avec toi, j'ai flirté. Charlie Soudan, là, c'est nous dans la... C'est des affiches, c'est des affiches assez... Je veux bien qu'on retrouve les assassins. Mais alors, pas seulement les hommes de main, mais aussi ceux qui sacrifient toujours l'homme à l'intérêt de la machine. C'est comme ça que vous avez rencontré Jean-Pierre Calfon du Logis. Oui, non, ça a été capital. Je ne sais pas si, peut-être pour beaucoup de personnes, ça dit pas grand-chose. Marco, c'était au début des années 60. Je l'avais connu parce qu'il faisait partie à l'époque du groupe autour d'Isou, les lettristes, dans les années 50, et Romer les aimait bien. Et puis quelques années après, j'apprends qu'il monte des spectacles. J'ai pas vu les tout premiers. Et puis j'ai commencé à en voir un où il y avait effectivement, il y avait Bulogier, il y avait Jean-Pierre Calfon, il y avait Pierre Clémenti, il y avait Michel Moretti, d'autres que j'oublie.
été totalement sidéré par ce travail extraordinaire de groupe, de théâtre collectif et très précis, très fou et très précis à la fois. Et dans L'amour fou, j'en ai profité énormément de leur travail. Je crois que Marco était un des grands condamnés parce qu'on ne l'a jamais cité ou jamais reconnu, alors qu'il a relancé le café-théâtre après La Rose Rouge, mais Il a créé 15 ans avant. Il a créé vraiment le café-théâtre avec nous tous. Nous étions une tribu qui fonctionnait admirablement parce que nous avions tous des affinités au niveau sensuel, au niveau intellectuel, au niveau instinctif et au niveau de la reconnaissance de l'autre. On s'est retrouvés à une dizaine et nous avons travaillé 5 ans jusqu'au jour où Maurice Giraudias, qui avait publié Miller, qui était interdit en France à l'époque, qui avait des ennuis avec les flics, nous avons créé un des premiers cafés-théâtres de Paris. Voilà, ça j'aime bien, tu vois ce que je veux dire, ça par exemple, personnage assis, j'ai jamais vu quelqu'un aussi bien assis que lui. Plus assis qu'il n'est, il n'existe pas. Je pense que le théâtre de Marco ne fait pas partie seulement du théâtre, mais d'un certain système de vie. Et ça va plus loin que le théâtre, en fait. On a une vie qui correspond peut-être pas complètement aux troupes de théâtre normales, je crois, d'après ce que je peux voir. C'est pas triste. En général, le théâtre, c'est triste. Ça, c'est une des choses qui m'a le plus frappé dans le film, ouais. Ce début. Mais ça, j'avais... Le silence. Nous parlerons d'abord du début de notre grand super show, les idoles du clan. Ensuite, les idoles du clan, Simon, Charlie et Gigi, répondront à vos questions. T'as vu, en 30 secondes, t'as le public, t'as les gens présentés. C'est incroyable. C'est ça. Mais j'avais pensé dès le départ, ça. C'est vrai? Oui, dès le départ. Mais ça fait un effet formidable à cause du silence. Oui, vous ne savez pas, d'accord. Votre rôle n'est pas de savoir. Mais enfin, vous devez quand même ressentir quelque chose. C'est un trou vide pour vous, le public, c'est autre chose. Je suis complètement éblouie par les projecteurs et je ne vois pas le public. Mais vous l'aimez, le public? Oui, je l'aime parce qu'il m'aime. Mais vous savez qu'il vous aime beaucoup. Est-ce que vous l'aimez beaucoup? Bien sûr, puisque je vis pour lui. Des mateurs, des voyeurs. Il est le reflet de ce qu'on est. Il est ce qu'on en fait. Les acteurs, j'aurais pas dit, vous allez caricaturer les idoles, etc. J'ai dit, si vous étiez mis maintenant, enfin, qu'est-ce que vous feriez? Et ils l'ont fait sincèrement, comme ça, pour eux. Ouais. Alors, la deuxième chose, la première chose qui m'a frappé, c'est le début du film, comme ça. Tout à coup, le public est là, les gens, ça se présente, et en 30 secondes, on sait de quoi il s'agit. Et la deuxième chose, c'est lorsque les idoles sont présentées, c'est leur diversité. C'est que chacune des idoles est complètement... Elles ne s'imitent pas les unes les autres. Non. Gigi, Calfon, Clémenti. Calfon, quand il apparaît avec sa voix, il y a des choses surprenantes quand on regarde le détail.
Le détail des C'était plans. ça les détails. Hein? Oui, c'était ça en gros le chose. Mais mais les gens ont pris ça souvent pour une parodie. Parce qu'on disait, ah, Bulle, c'est Sylvie Vartan. Ah, Clémenty, c'est comment il s'appelle, Johnny Hallyday. Et aujourd'hui, on voit que ça... Non, aujourd'hui, tout ça a disparu. La parodie, ça ne fonctionnerait plus. Ouais. L'idole est l'incarnation en un individu de l'aspiration à la réussite des autres qui n'y parviendront jamais. C'est le culte, le triomphe de la facilité, la preuve vivante que n'importe qui peut être quelqu'un. Première leçon, comment attirer la sympathie. Voici une séquence d'un film qui montre Charlie au milieu d'un public jeune, simple, honnête, qui lui demande de parler de son enfance. S'il vous plaît. Salut les amis. Ma vie, c'est pas plus que la vôtre. Sauf que j'ai eu de la chance. La chance, dans notre métier, ça compte. Je suis fils d'ouvrier, ma mère était brodeuse, et mon père malade. Et moi, dans la rue. Mais là, tu vois, là, oui. Là, dans ce C'est là qu'il que dit, j'ai appris à jouer de la guitare et du parce cirque. que c'est Eustache qui a monté le film. Oui. Je suis sûr qu'il a été sensible aux paroles. Ah oui, de ce qu'il dit. Ouais, c'est là que j'ai mon surnom, Charlie le Sérénal. J'ai jamais buté de guignol. Enfin, je veux dire, tuer personne. Mais enfin, j'aurais pu mal tourner si les Idoles Productions ne s'étaient chargées de mon éducation. Parfait. Sa position de vedette peut le conduire également dans un salon mondain ou pseudo-mondain, voire aristocratique. Là, l'usage d'un vocabulaire dit distingué est recommandé. Deuxième leçon, le vocabulaire. S'il vous plaît. Il vaut mieux dire un véhicule qu'une voiture. Ça, ce qui est intéressant là, c'est la différence quand tu joues devant les machins et maintenant les mouvements. Tu as vu que les autres étaient... Maintenant, il est cinématique dans le langage comme ça. C'est une méthode de jouer différente qu'on avait employée pour l'un pour l'autre parce qu'il était dans un milieu... Ouais, je sais. Maintenant, je suis un gentleman. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, André, qu'est-ce que ça a été l'arrivée un petit peu de tous ces acteurs dans le cinéma de la Nouvelle Vague? Parce que notamment, vous êtes croisés sur le plateau de L'Amour fou. Moi, c'est connu. Mais je vais te dire un truc, moi. Pour moi, ce qui s'est passé avec les Idoles, c'est le deuxième stade de la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague, ça a été la prise de pouvoir des moyens de faire un film, de produire un film, de le mettre en scène, etc. La deuxième découverte, ça a été après de découvrir de nouveaux acteurs. Alors évidemment, il y a eu Un bout de souffle qui a été fait comme ça avec Jean Seberg, mais Jean Seberg, elle existait déjà parce qu'elle vient de Bonjour Tristesse. Il y avait, Truffaut avec Jean-Pierre Léaud. Mais après, il n'y avait pas grand-chose dans le renouvellement du staff, des acteurs, des machins comme ça. Et c'est là où, quand, au théâtre, sont apparus les idoles, tout le monde s'est précipité, a commencé par Yvette, évidemment, Téchiné, Eustache, en fait, tout le monde. Et là, on a vu arriver une nouvelle génération d'acteurs qui ne ressemblaient pas aux autres. Hein, comme si on découvrait vraiment une colonie de martiens. Voilà, c'est tout. On s'apercevait que c'était une rupture, qu'il n'y a pas eu de transition. Ça laissait pressentir. Non, ça a été une rupture. Moi, j'insiste là-dessus. Ça a été une rupture. La première rupture, ça a été, pour le cinéma, ça a été Bardot. Mais Bardot a été suivi par personne d'autre dans le cinéma. Il était un ovni. Et les idoles. Et avec les idoles, on découvrait. Mais il y avait toute une gamme. Moretti qui était le côté Grand Boulevard.
avec Clémentine. Si on suit la carrière de chacun de ces personnages, c'est extraordinaire. On raconte, je ne sais pas combien de dizaines d'années de vie du théâtre, du cinéma, du spectacle. Chacun, quand on retrouve Bulle au théâtre, passant chez Duras. Non, c'est extraordinaire ce que ça a ouvert. Dis-moi, Charlie, toi et moi, dans le même lit, couchés, amoureux. Mais c'est un jeu auquel je ne veux pas me livrer. Ah, ce que tu veux, ce que tu veux. Ce que je le veux, mais toi, si tu me veux, tu ne pourrais m'avoir. Cette robe dont tu es revêtu me donne le droit de te jeter sur ce vieux et de te posséder, si je veux. Si tu veux. Mais je peux. Mais tu es un chien. Mais t'assommer si tu résistes. Mais rien. Mordre tes lèvres. Mais que rien. Et répandre ton sang sur la blancheur de ta robe. Charlie, je ne t'aime pas. Mais non plus. Mais je te hais. Allez, défraye-toi. Jamais. Oui, mais là, il n'y avait pas de... Là, comment dire, ça ne répondait pas à la règle qui veut où on est dans le drame, où on est dans la comédie musicale, où on est dans ceci. Tout se mélangeait là-dedans. Oui, hein? Oui, c'est ça. C'est ça qui aussi a provoqué un choc. C'est-à-dire la question du jeu de l'acteur, c'est ça qui moi, m'intéressait aussi, qui m'intéressait, parce que le jeu de l'acteur, c'est le jeu de la vie, c'est la mise en scène, c'est... tu vois, tu peux pas jouer. Il y a des monastères au Japon où les moines, comme ça, personne qui vient, ils jouent pour les dieux. Alors, tu te rends compte, moi je me dis, mais je dis aux acteurs, vous vous rendez compte, si vous deviez jouer maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour jouer avec le dieu? Vous ne pouvez pas jouer comme des hommes comme ça, il faut aller chercher. Mais regarde. Il faut aller chercher quelque chose d'inouï, d'inventer quelque chose. Et c'était ça qui a été en question. C'est le jeu psychoréaliste un peu comme ça d'habitude. Et eux, ils passaient d'un... Il faudrait donner une caméra à Dieu parfois. Hein. On va planer comme des oiseaux au-dessus des plaines, des mers et des océans, et des villes englouties dans leur fumée. On va enfumer une avec les dieux, leur parler un peu de ce qui se passe en bas, là. Charlie. Qu'est-ce que c'est que tu as un papillon? Je sais pas. Oh putain, c'est beau sur ton chapeau, t'as un papillon, filme-le. T'as vu? Un papillon. Sébastien. Oui. Ben, regarde. Filme, là. Un papillon? Oui, il a un papillon. Là? Oui, sur ton chapeau. Un gros? Un beau papillon, comme ça, grand comme ça. Il est là, tranquille. Voilà. Allez, prends-le. Oh non, je vais... Ouais, hop, il s'est envolé. Je connais pas, mais... C'est des choses qu'on découvre qu'au cinéma. L'ethnocénologie, dans l'étude spécifique, qu'est-ce qui elle a quoi à prolonger l'étude? Je veux vivre debout là-bas, c'est pas mal ce qu'il y a écrit leur truc. Hein? Je veux vivre debout. Ouais, c'est sans papier. Régulation des sans papier. La résistance. C'est un désastre, hein. Bah là, ce truc. C'est quand ils ont fait une grève générale des transports, tout de suite. Et puis après, EDF.
Mais comme... Merci. Du piment, s'il vous plaît. Du piment. Oui, s'il vous plaît. Et un peu un thé, du thé. Thé. En 95, c'était ça, la grève de transport était radicale. Il y avait une immobilisation Non, générale. était générale. Là, les transports n'ont jamais suivi. C'est bon, Marco? Je me souviens, c'est formidable. Comme vous défiliez, vous. Bah ouais, et surtout qu'il y a un mot d'ordre que tu avais inventé, c'était résistance. On a fait les premiers les happenings dans les manifestations et dans les universités, fait légion partout. Existence. Résistance et existence. Ça, c'est vous qui avez... C'est pas moi qui ai fait. Ça a été fait par les périphéries. Ouais, mais c'est toi qui l'avais suggéré. Ah oui. À une époque où c'était un mot à l'époque qui était complètement inusité, laissé à l'abandon. Parce que nous, quand on entendait résistance, on pensait à la résistance pendant la guerre, l'occupation. Alors qu'il y a eu un ressourcement du terme qu'on a opéré avec Génération Chaos. Ce terme, ensuite, a été repris à l'encan. Ouais, a été repris à l'encan. Une force de résistance, une force d'existence. Hey mec, hey meuf! Oui, mais désigne bien. Hey mec, hey meuf! Hey mec! Hey mec! À lui, dis-lui à lui. Hey mec, hey meuf! Ils sont patrie. L'exclusion vient de nous frapper. Entendez-vous dans les banlieues, les gosses aux flics ont bien livré. Oh putain, c'est une longue montée, hein. C'est plus difficile, c'est plus facile de descendre que de monter. T'as vu le descente de vitesse? Les escaliers comme ça. Ça m'appelle mon moucher, là, la forêt éternelle. On peut parler de résistance. Un maquis, comme ça, quand on était un peu... Enfin, une retraite, comme ça, la fuite, c'était couper les lacets par des choses. Mais il n'y avait pas d'escalier, hein. C'était comme ça, tu vois, c'est talus qui... Et c'était comme ça. Et on se retrouvait, on avait très peur quand on retrouvait la route, parce que et puis il y a des camions, des Allemands, des choses comme ça qui pouvaient se retrouver là. Bon, il y avait des arbres comme ça. Là, c'est une pente raide. Mais moi aussi, pour reparler de ces trucs, pour être condamné, c'est une sacrée pente à grimper. Maquis, on a toujours été, peut-être parce que j'étais jeune, mais ils étaient très gentils, c'était une ouverture, c'était des espoirs, c'était des discussions, c'était c'était de la création permanente, parce que tous ces gens-là essayaient, à partir de cette bataille, de recréer un monde. Et quand la libération est finie, dans les années qui ont suivi, comme ça, je voyais bien que ce n'était pas ce monde qui allait se créer, qu'il y avait un retour vers quelque chose, et donc qui ne correspondait pas à l'idée que je me faisais de la création. Toi, tu faisais partie d'une famille de résistants. Quand est-ce que tu rentres dans la résistance? Oh, ben ça remonte loin, on rentre dans les souvenirs, parce que mon père était travaillé chez Michelin. Il a toujours vécu à l'étranger. À partir du moment où j'ai eu 3 ans, je me souviens, mon premier départ, c'était un départ pour l'Allemagne, à Karlsruhe. Il était en Allemagne, à Karlsruhe. Alors, quand j'étais à Karlsruhe, c'était en 1934, comme ça, j'ai assisté... première choc, j'ai à 7 ans. Bon, c'est des chocs, c'est des souvenirs que j'ai encore, quand même. Et la prise de pouvoir de Hitler, comme ça. Donc, le jour Karlsruhe, un jour, se trouvait envahi, mais par des
des milliers de drapeaux nazis à croix gammée rouge, etc., qui faisaient toutes les choses. Et tout le monde avait un drapeau. Et moi qui était qui avait 7 ans à l'époque, tout ça, je disais, mais nous on n'a pas de drapeau, il faut mettre un drapeau. Maintenant, non, nous on n'a pas de drapeau. Comme ça c'était... Et moi, comme un con, le truc du cul de con de machin comme ça, j'ai pris une serpillière sur un balai, et puis j'ai mis la serpillière. Et mon père qui est arrivé là-dedans a dit, mais t'as vu, qu'est-ce que c'est cette histoire de mettre une serpillière? Parce que ça pouvait apparaître, évidemment, c'était apparu comme une insulte. Bon. Puis après, il a été muté, il a été travaillé à Prague, en Tchécoslovaquie. Et là, deuxième chose, en 39, c'était 38, c'était l'invasion de la Tchécoslovaquie. Donc l'entrée des Allemands en 38 avec ce qu'a fait Munich. Et j'ai assisté à l'occupation de Prague, et j'ai vécu 2 mois comme ça d'occupation des Allemands, parce qu'après à Prague, j'ai compris la différence qu'il y avait entre un nazi et un Allemand. D'un seul coup, c'était les nazis, mais même les Tchèques, mes copains. J'étais au lycée français de Prague, et on appelait ça, j'ai vu l'arrestation de Juifs déjà, et tout, des trucs comme ça, des choses absolument épouvantables. Donc j'étais très patriote, dans le sens, non pas de la patrie, mais dans le sens d'un pays qui n'avait pas de nazis, enfin, ce que je voyais pas, je comprenais pas bien, et d'un pays qui avait. Et c'est là mon idée de résistance s'est forgée à travers cette idée-là. T'étais jeune? Ben, j'avais, moi, en 49, j'avais 12 ans. Dans les années 95, qu'est-ce que c'était? Il y avait des mouvements, là, c'était des mouvements sur quoi? Bon, j'ai oublié, mais il y avait des manifestations où le mouvement social a grandi, était très important. Et on manifestait. Et un jour, il y avait une manifestation des chômeurs. Et on avait rendez-vous à Châtelet. Et là, quand ils sont arrivés, on a vu le métro bourré sortir des chômeurs derrière, comme ça. Et là, on s'est mis à scander « Résistance, résistance, résistance !» Et eux, en face de nous, c'est là, ça m'a foutu un choc terrible. Ils ont répondu « Existence, existence, existence !» Et d'un seul coup, nous, résistance, existence. On a lié ces 2 mots, cette réponse comme ça, c'est-à-dire cette relation qui s'est soudain créée entre des gens qui vivaient ça, qui étaient les chômeurs, c'était donc eux qui concernaient, et nous qui étions des militants pour soutenir cette chose-là, a été une chose comme ça. Donc, tout de suite, on a essayé. Et il y a plein de photos qui ont été, que vous pouvez voir après dans ces manifestations. Il y en a eu plein dans les journées comme ça, où des banderoles ont été faites, où il y a marqué « Résistance, existence ». Et là, il ne faut pas séparer la résistance de l'existence. Parce que pour moi, c'est un moment d'existence, la résistance. C'est un moment de vie intense. Plus elle est intense, c'est ça la résistance. Et c'est ça que j'avais dit, bon, il faut qu'on ait une vie formidable, il faut faire des fêtes, il faut danser, il faut chanter, etc. Ça, c'est très important. C'est peut-être l'essentiel. D'ailleurs, Brecht disait, le théâtre, il définissait le théâtre, c'est du superflu. Et puis ajouter, étant bien entendu, que la vie ne vaut la peine d'être vécue que pour le superflu. Moi, je suis particulièrement l'ami de Charles Estienne, et qui était ami depuis très longtemps de Breton. Donc, chez André Breton, souvent, j'assistais à des dîners où je rencontrais
Préau, sa fille, et puis d'autres surréalistes, souvent Benjamin Perret. J'allais chez les surréalistes comme les étudiants vont à la fac. En fin de compte, je me disais que la vie, ce n'était qu'un apprentissage. Bien sûr, je pourrais être devant une table et essayer de me remémorer ce que j'en pense et de dire des choses peut-être qui pourraient paraître un peu plus intelligentes. Je sais pas ça. Je sais pas, mais je sais pas si c'est une chose à faire parce que c'est ce qu'on a toujours fait. L'avant-garde, c'est d'un seul coup il y a une voiture qui arrive, je suis obligé de monter ma voix en quelque sorte. Je change. Je change ce que je dis, il y a une voiture qui descend à côté. Je fais attention à la voiture. Et c'est dans ce contexte-là que je parle d'avant-garde. L'avant-garde, c'est aussi tout ça. C'est savoir en parler dans le contexte dans lequel on s'est mis. À l'époque, comme ça, je m'occupais d'une boîte qui s'appelait Le Tabou, que j'ai rencontré les lettristes. Alors, on a fait un récital au Tabou. C'est là où j'ai rencontré Izou. Et Izou m'a dit « Ah, mais je suis en train de faire un film, je n'y arrive pas, c'est terrible, j'ai besoin d'argent, comme ça, personne ne s'occupe de moi, je suis... » Alors, je lui ai dit « Mais bon, moi qui n'avais jamais rien fait dans le cinéma, je te le produis. » Le film a été présenté, j'avais rencontré Cocteau, connu comme ça, et qui était président du festival de Cannes. Et je lui ai demandé de présenter le film d'Izou hors festival, parce qu'évidemment il est pas là, ce qu'il a accepté. Et donc je suis parti à Cannes présenter le film d'Izou. Et c'est là, il y a un groupe de jeunes Cannois qui est venu me trouver, qui connaissait, qui avait lu le livre, qui avait lu les livres d'Izou, en me disant « Ah, les lettrices, formidable, formidable ». Et parmi ce groupe de bacheliers, j'ai rencontré Debord, qui était quelqu'un qui... Et il a tout de suite voulu me demander qu'une fois passé son bac, il voulait écrire de la poésie, enfin, toutes ces choses-là l'intéressaient. J'ai dit, mais oui, mais il faut venir à Paris. Et il est venu à Paris. Voilà. C'est comme ça que j'ai connu Debord. J'aime beaucoup Debord. Je trouve que c'est quelqu'un de très, pour moi, une importance incroyable. Je lis tout le temps, je retourne à lui pour bien des choses. Mais je ne partage pas souvent ces idées. Par exemple, je ne m'intéresse pas, je ne trouve pas important la société du spectacle. Alors que je trouve extraordinaire les commentaires sur la société du spectacle. Il a fait 2 livres. Tu peux expliquer un peu ? Expliquer pourquoi. Pourquoi tu n'aimes pas la société ? Parce qu'il énonce quelque chose. Parce que, premièrement, il se trompe sur le mot spectacle. Parce que ce n'était pas le mot spectacle qu'il fait. Et que pour moi, il n'a pas assez expliqué. Le terme spectacle, quand même, reste dans l'idée étymologique du mot, c'est donner à voir. Or, lui, Debord, et je lui accorde, et je suis comme ça, je pense que c'est très bien ça. Il utilise le spectacle. Quand il fait une Jérôme, par exemple, c'est le spectaculaire qu'il met en scène. Donner à voir, c'est très bien. Il aimait donner à voir. Et toute son attitude est de donner à voir. Donc, quand il attaque la société du spectacle, étymologiquement, comme ça, il crée comme ça de la confusion au niveau des idées. Et donc, c'est ce qu'il a fait avec son livre. Comme ça. Dans les commentaires, il s'est expliqué là-dessus. Et il montre bien que c'était pas ça qu'il attaque. Quand il parle de société des spectacles, il désigne enfin quelque chose que les Américains désignent en 2 mots, c'est le show business. C'est-à-dire le show qui fait son business et le business qui fait son show. C'est-à-dire, c'est une espèce de tautologie, d'un enfermement, comme ça, dans le donner à voir qui ne donne rien à voir que lui-même. Qu'est-ce que c'est que l'avant-garde ? L'avant-garde, c'est quand même... C'est une sortie de bruit. Une sortie du bruit du temps, tu vois. On en sort. Voilà, ça, c'est l'avant-garde. C'est se faire entendre dans ce bruit. C'est pas d'être en avant. C'est impossible d'être en avant. Il faut être dedans, dans le bruit. Parler, essayer d'exprimer des choses, alors qu'autre chose se passe. Des gens qui regardent, comme ça. Mais qu'il y ait des manèges.
C'est quelque chose qui tourne en rond, le papier, dans lequel on installe des gosses. On leur apprend, tu vois, à tourner en rond. Pendant qu'une musique inaudible, comme ça se fait entendre, pendant que des gens passent, c'est ça l'avant-garde. Voilà, ils sont installés là, qu'est-ce qu'ils vont faire, hein? Où est l'avant-garde là? Si je me mettais sur ce cochon là, tu vois, si je me mettais sur ce cochon, je dis, devant eux, je suis, ah bah la musique s'arrête. Je suis à l'avant-garde, à la fin, à côté de nous, dans un endroit où on n'est pas. La musique s'achève et ça finit par quoi? Par des applaudissements. Bon, l'avant-garde, est-ce que l'avant-garde, pour moi, c'est aussi... l'avant-garde que je n'aime pas, c'est pour ça que j'aime pas ce mot, c'est aussi une attente d'applaudissement. Une attente d'être un applaudissement, d'être en premier, avant que la musique ne reparte. Alors, la musique, elle s'en fout. Et puis d'un seul coup, ça se met à tourner. Alors le cochon, il le voit comme ça. Il tourne. Où elle est l'avant-garde quand ça tourne? Où elle est l'avant-garde? Voilà l'avant-garde. C'est elle qui salue. C'est elle qui nous regarde. C'est ça l'avant-garde? Ou c'est le cochon? Moi j'étais cochon comme ça. Je la suis. Alors c'est pour ça que je n'aime pas ce mot. Parce que c'est un mot qui indique que je pourrais être en avant de quelque chose qui tourne en rond. Mais quelque chose qui tourne en rond, il ne peut pas avoir... il ne peut pas être en avant-garde. Il est la suite de quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça te fait de monter en Bulle? Ça me fait penser à Bulle. J'aimerais bien que Bulle soit là pour que je lui dise on est entré dans la bulle, Bulle. Ça bulle. Oh là là. Bah, disons, j'ai un peu le vertige. Je suis un peu arrière comme ça. Ça va pas s'ouvrir, ça. Le pauvre mec là, ce qu'il est en train de faire, c'est un écran. Comment le remplir cet écran? C'est ça faire une œuvre. C'est mettre quelque chose dans cet écran. Moi, je ne vois que des murs, je ne vois qu'un paysage. Je ne vois pas la turbulence incroyable qu'il y a, les drames qui peuvent... Peut-être un crime est en train de... dans ces milliers de fenêtres qui sont devant moi, en train de se commettre dans le nom que je ne vois pas. Le destinataire, celui qui verra le film, le verra
bien longtemps après et ne verra que ce que le cadre que la caméra lui donne à voir, et sans montrer ce qu'il y a hors cadre. Mon cadre est beaucoup plus vaste, parce que moi je suis comme caméraste, panoramique, comme ça, etc. Donc je peux saisir des choses générales. Mais je ne peux pas saisir ce qui se passe dans la ville. Pas plus que le spectateur qui regarde ne pourra saisir ce que tu es en train de faire et les mises en point que tu es en train de faire pour faire voir ce que je vois. Alors nous sommes tout le temps dans quelque chose, quand on parle, quand on dit, quand on veut expliquer quelque chose, dans une incertitude permanente entre le fait des moyens qu'on a de dire les choses et ce qui est vu après, dans le temps, et perçu dans le temps, dans un autre contexte. Quand je donne à voir quelque chose, il faut un destinataire, qui est un spectateur. Eh bien, ce spectateur, il a à en répondre. Et la réponse du spectateur qui dit « Voilà ce que j'ai vu, j'ai rien vu, je comprends pas, ou ça m'a fait rigoler, ou c'est bien, ou c'est comme ça », fait partie de la chose qui est vue. C'est ça qui est vu, c'est ça qu'il a vu, c'est ça qui existe. L'auteur qui donne à voir, il est souvent complètement stupéfait parce que l'autre pense qu'il lui a donné à voir. Maintenant, je vais rajouter un petit peu quelque chose sur ces problèmes de l'incertitude, du déséquilibre qui sont proprement la consistance même de l'idée d'adolescence. Je me dis qu'à défaut de certitude, nous pouvons toujours nous en remettre aux probabilités. Ah, c'est ce que j'ai dit. Quant à la vérité, la vérité plutôt, le plus réel s'imposant d'évidence pour ce terme. Bah, c'est évident. On peut, le cas échéant, en reculer les limites. Mais ceci nous renvoie toujours d'un endroit à un autre, d'une chose telle à un tel truc machin, d'une limite franchie à une limite à franchir, à de nouveaux problèmes à poser. Finalement, le problème du problème se réduit à apprendre à le poser. Les enfants et les parents connaissent bien la litanie des « pourquoi ?» parce que qui se chante comme ça. Dans la marine, scénario. Un enfant et son père regardent brûler un navire militaire dans la rade de Brest. Ils voient passer soudain l'amiral menotté, encadré par 2 agents de police. Le père se penche sur son gosse et lui dit « Tu vois, mon fils, ce monsieur en grand uniforme, c'est l'amiral qu'on amène. » « Pourquoi qu'on l'amène, mon papa ?» demande l'enfant. « Parce qu'il a mis le feu, mon enfant, » répond le père. Là commence la chanson. « Pourquoi l'amiral a mis le feu, mon papa ?»« Parce que l'amiral était sous, mon enfant. »« Pourquoi l'amiral était sous, mon papa ?»« Parce que l'amiral a trop bu, mon enfant. »« Pourquoi l'amiral a trop bu, mon papa ?»« Parce que l'amiral avait soif, mon enfant. »« Pourquoi l'amiral avait soif, mon papa ?»« Parce que l'amiral avait chaud, mon enfant. »« Pourquoi l'amiral avait chaud, mon papa ?»« Parce que l'amiral a mis le feu, mon enfant. »« Pourquoi l'amiral ? Pourquoi ? Parce que l'amiral a mis le feu, parce qu'il était saoul, parce qu'il a trop bu, parce qu'il avait soif, parce qu'il avait chaud, parce qu'il avait, il était la pluie, le beau temps. Donc, inutile de chercher la vérité dans le cadre du pourquoi. Parce que, encastré dans la ronde des questions-réponses, qui ne peuvent que lasser.
is not in service at this time. À 3 exceptions près. Le problème, c'est que j'ai écrit ça il y a 20 ans, je ne me souviens pas quelles sont les 3 exceptions. Bon, ça fait rien. À 3 exceptions près, j'ai écrit toutes les pièces que j'ai montées. C'est un bouche-coin. Bon, Impressionné. oui, c'est très impressionnant. Mais je vais ajouter, tu vois, que la plupart de mes pièces ont été écrites pour les acteurs eux-mêmes. Pour moi, les acteurs n'ont pas à exprimer des personnages issus d'un texte, ils ont d'abord à être pleinement eux-mêmes dans une circonstance, une histoire ou une autre. Ça me rappelle Clémenty, toujours il me disait « Ah, mais je voudrais bien... Pourquoi tu montes pas Hamlet ?» Pourquoi tu montes pas Hamlet? J'aimerais bien faire Hamlet. Et tu crois que je pourrais faire Hamlet? Et moi, je lui dis, écoute, faut faire Hamlet, il faudra que tu sois d'abord pleinement Clémenty, et dès que tu seras pleinement Clémenty, on pourra monter Hamlet. On pourrait faire Hamlet ici, hein. On pourrait faire Hamlet ici. C'est la question de Hamlet, c'est-à-dire to be or not to be, être ou ne pas être, là est la question. Exprime pour moi la question de l'acteur. Par exemple, comme ça, tu vas voir. Bon, alors il fait l'entrée de chant. Il arrive, il est là, et là il se pose la question. Et il faut qu'il engage son corps. Donc il y a une mécanique du corps. Et il va dire être ou ne pas être. Comment il va le dire, son corps? Il peut le dire de 1000 façons. Mais il ne peut pas dire être. Parce que, à ce moment-là, il est en contradiction avec ce qu'il veut dire, à moins d'avoir pensé qu'une raison pour le dire avec ce geste, il le faire être. Mais en même temps, il faudrait qu'il fasse. Le corps peut s'avancer, peut se présenter devant les spectateurs, devant l'objectif, par le geste de être. Remarque quand je dis être et que si je laisse le pied là, c'est un petit peu un être un petit peu instable dans un moment qui ne permet pas, par exemple, d'aborder la deuxième partie qui serait de ou ne pas être. Donc, ce qu'on essaierait de voir, par exemple, c'est de dire, on va faire être, tac, je ne peux pas faire, là sur mon pied gauche, ou je ne peux pas faire ne pas être non plus, ne pas dans ce geste-là, ou ne pas, et à ce moment, ou ne pas, donc on peut décider que ce soit le pas en arrière, ou ne pas être. Alors ça fait, donc la mise en place, dans ce que je voulais dire, cette simple mise en place du mot pour mot, c'est quelque chose qui va s'effacer, ça va se faire une fois qu'il aura, ça n'a rien à voir, dans ce que c'est tout à fait mécanique, mais c'est une occupation de la scène cohérente dans le fait de ce que fait son corps. Et c'est dans ce cadre-là que c'est important qu'il soit Clémenty. Parce que si, étant lui-même, il arrive ce qu'il doit arriver en étant lui-même Clémenty, il peut devenir Hamlet parce que ce sera congruent avec ce qu'il est. On exprimait les métaux précieux. Ces richesses armées les bras, l'homme commun, de soulage féroce au cœur si humain, d'agents secrets, de technocrates et de savants, de mercenaires à tout vent et des valets rampants. Alors ça c'est le Pierre Lunaire. Là c'est Portal. C'est la pièce. Oui, c'était pendant la pièce, oui. Voilà. Là c'est Portal. Puis lui, je sais pas plus c'est que c'est. C'était les groupes
quelques élèves à l'American Center. Vous répétiez sur le toit? On répétait sur le toit parce qu'il faisait beau, etc. Donc on étudiait des choses dessus. Oui, on répétait quelquefois sur le toit, sur la terrasse. C'était une terrasse qu'il y avait sur le toit. Au début, que j'ai eu, après la guerre, comme ça, des amis américains qui étaient des écrivains, de ce qui appartenait à ce qu'on appelait la Beat Generation. Et j'étais très très copain avec eux. Et ils allaient à l'American Center parce que l'American Center, c'était un endroit où il y avait une bibliothèque qui était très belle, il y avait en bas une piscine, un gymnase, une bibliothèque, puis un salon où se réunissaient tous les gens qui appartenaient à l'American Center. C'est en quelle année? 52, 53. Qui ça me servait d'endroit pour travailler et de prendre à l'hôtel, j'avais pas de douche, etc. À l'époque, tu parles. Donc là, il y avait cette piscine, donc on pouvait tout ça, c'était à l'œil. Et donc je prenais des bains là. Et c'est là il y avait des gens absolument extraordinaires, puisque là j'ai rencontré Henry Miller qui venait avec ses 2 enfants comme ça à la piscine. Donc j'ai pris des douches avec lui en bas. Donc je l'ai vu tout nu, hein. C'est pas tout le monde qui a vu. Et il y avait un théâtre aussi. Il y avait donc aussi un théâtre, un très beau théâtre qui faisait à peu près 200 places, 250 places. Et avec Charlie Stienne et Nanos Valoritis, on a créé l'International Art Studio, une espèce d'école d'acteurs. Et ça c'est après, c'est chez Girodias. Ouais. Et à ce moment-là, il y a Girodias qui avait qui éditait Olympia Press. C'est quand même un des plus grands éditeurs américains qui était réfugié à Paris parce qu'il avait sorti le livre. C'est lui qui avait à New York qui avait sorti Lolita. Et puis Burroughs et tous ces types-là. C'est ce type qui avait des problèmes avec la justice à propos. Il est poursuivi. Il a été poursuivi tout le temps qu'on était là, etc. Et il avait une cave, etc. Dès qu'il a vu des spectacles comme ça, il a dit mais moi je veux créer un théâtre. Et il a créé pour nous un théâtre. Et ce théâtre, c'est là où on a créé la première pièce qui était un succès, mais alors énorme, parce que tout Paris, parce qu'il y a une chose qui s'appelait les Playgirls. Et là, on a les Bargas. Ça, c'est les Bargas. Sur les Bargas, ça, c'était dans un grand théâtre, c'était le théâtre Édouard VII. Voilà, ça, c'est le théâtre Édouard VII. Et il y avait un grand décor, il y avait une grande scène, etc. Avec Calfon. Ça, c'est Calfon, ça, c'est Bulle. Alors, c'était un triomphe pour Calfon. Et Bulle. Là, ça commençait le groupe comme ça, comme on se trouvait traite. On sortait, on se déplaçait jamais à moins de 30 personnes. Partout où on allait, c'était un groupe absolument énorme. Quand on arrivait, on était la terreur de la coupole, parce que évidemment, on ne pouvait pas placer 30 personnes à chaque fois. Ça faisait du boucan, ça faisait des trucs. Voilà. Et c'est là où j'ai écrit Les Idoles pour Clémentine. Là aussi, on a créé un théâtre spécial. C'était un Bulle-Boquet qui faisait à peu près 180 à 200 places. Ça a été un tel succès que dès le premier jour, il y avait au moins 60, 80 personnes qui ne pouvaient pas rentrer. Donc avec des gens qui hurlaient dehors parce qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Et la police qui est venue nous faire chier parce qu'il y avait des gens qui ça faisait trop de bruit pour les voisins, pour les trucs comme ça. C'est pas comment on est là. Et la pièce avait une durée aléatoire, c'est ça? Alors la pièce avait une durée aléatoire parce qu'en plein milieu de la pièce, là, voilà, ici par exemple, ça c'est ça. Ça c'était un truc qu'on avait fait de 20... Mais il y avait comme un happening. C'est-à-dire à un certain moment, il se mettait à improviser. Alors il y a eu des soirs où quelquefois ça durait 10 minutes, quelquefois une demi-heure, quelquefois 3/4 d'heure. Et une fois, ça durait toute la nuit, la première partie, même la pièce n'a pas pu s'achever. Parce que le matin, à 6h du matin, le happening n'était pas fini. Alors dans le happening, il faut comprendre qu'il y avait des gens comme les troupes de Grotowski qui venaient là. Les acteurs venaient faire des improvisations avec les choses. Il y avait des gens qui venaient de partout. Donc en plein milieu, souvent comme ça, la durée était aléatoire. Ça finissait à 1h du matin, 2h du matin.
quelquefois ça faisait 10 minutes, quelquefois. Mais moi, j'assistais pas beaucoup à ça parce que je suivais pas tellement ce qui se passait après. Ce serait bien de mettre la musique là qu'on a entendue tout à l'heure. Ogni classe è il padrone, vogliamo dire. La bourgeoisie, tout. Même des gens qui ont écrit contre la bourgeoisie, qui ont fait des, par exemple, je sais pas, ou de Tréamont, ou des gens qui étaient maudits, des poètes maudits, ou des musiciens maudits. I borghesi estremisti che servono pure. Non si può più recitare Elettra oggi. È perché on peut plus jouer Elettra. Oh, on peut plus jouer Elettra aujourd'hui. Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images. Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social médiatisé par des images. Bon, remontons jusqu'à, disons, le 15 octobre 1967, ça veut dire que c'était vers le 10 octobre, comme ça. J'étais à ce moment-là en Italie, et on m'avait demandé d'intervenir dans une ville, dans une sorte de comment on appelle, performance. Aujourd'hui on dit performance. Le scénario, on a créé un scénario, c'était que devant le théâtre, on annonce comme ça à la population que le théâtre avait été occupé, comme ça, qu'il y avait un coup d'État. Mais ça a suffi pour qu'ils sentent que pour que le préfet interdise la manifestation. On a décidé de faire une manifestation devant le théâtre et d'expliquer tout ça au public, que cette interdiction. Alors c'est ce qui s'est passé, et il est venu, mais de partout, il est venu presque 2000 à 3000 personnes. C'était quelque chose d'énorme. Tous les gens et là, le théâtre était fermé, tout le monde était dans la rue, et le théâtre a été occupé. Première journée comme ça. Et là, pendant 8 jours, etc., toutes les villes d'alentour et tout ça venaient apporter, et là, ils sont couchés, occupés, dormaient dans le théâtre, fermés, etc. Résultat, le jour après, au niveau national italien, sur les grands titres, c'était en première page des journaux italiens, il y avait un théâtre occupé en Italie, ça comme ça. Je me signale, pourquoi je dis comme ça, ça se passait 6 mois avant l'occupation de l'Odéon à Paris. Et donc là, pendant toute cette occupation, pendant 8 jours, ce n'était qu'un défilé, des protestations, des choses, tout plein de gens comme Jean-Marie Volonté, Luigi Nono, le musicien, plein d'intellectuels, la femme de Moravia. C'est devenu un événement national. Et ça a été une chose qui a vraiment compté dans ce qu'on a appelé par la suite le mai rampant italien, qui a duré 3 années à peu près. Alors je pense que c'est ça l'imaginaire. L'imaginaire, c'est d'être avec l'événement. C'est pas quelque chose de dire je mets l'imagination au pouvoir. On ne peut pas mettre l'imagination au pouvoir. Il faut être à la hauteur de l'événement qui se passe et avoir un bon imaginaire pour répondre à la situation qui se présente. Et tu peux nous expliquer un petit peu cette photo avec Cohn-Bendit? Ça c'est une photo où Danny et moi à Rome.
Je suis resté 3 mois avec lui pour faire un film en Italie. Et Godard devait nous retrouver là-bas. On se traîne en air, il pleut sur Paris, notre théâtre se remplit d'aigreur culturelle. On n'en a rien à branler, on n'en a rien à branler, on n'en a rien à branler. On glande, on erre, on ne sait plus, on ne sait plus, on ne sait plus, on ne sait plus. Après tant de temps perdu, à chercher ou à refuser, à chercher du travail ou à refuser du travail. C'est pour finir, on va pas faire n'importe quoi. N'importe quoi pour ne pas faire n'importe quel travail. N'importe quoi pour ne pas faire n'importe quel travail. N'importe quoi pour ne pas faire n'importe quel travail. Je me rends compte que tout le travail que j'ai fait, même artistique, tout, c'est pour des raisons politiques. Uniquement politiques, c'est très bizarre. Comment je suis arrivé à la Nouvelle Image, par exemple, c'est parce que 1 an avant, 2 ans avant, j'ai eu un projet de faire un opéra rock avec mes amis, avec Villard, Stéphane Villard, qui était le musicien qui avait fait la musique des Idoles. Et j'avais rencontré une fille qui s'appelait Catherine Ringer, et que je trouvais qui était absolument formidable, qui n'avait encore rien fait, pas fait de théâtre, rien, qui faisait un peu de musique et tout. Et donc on a décidé de faire ça avec elle. Et ça a été le commencement de Flash Rouge. Les tués, assassinés, suicidés sont nombreux. À ce point, et sans discrimination. N'oublions pas nos camarades qui se sont effondrés, frappés, touchés à mort sur le bord de la route. L'aventure de Flash Rouge, c'est politique, c'est une pièce complètement qui parlait des problèmes de l'âme, du terrorisme, de l'éducation, avec des textes du Rachmaninoff, des choses sur la mort de Moreau, de choses. Et là, c'était impossible de le sortir nulle part, parce que aucun théâtre n'aurait pris ça. Et on a décidé de faire des séances un peu secrètes. Et les séances secrètes, c'était formidable, c'est-à-dire des gens étaient invités, venaient voir dans les cuisines de Chaillot, en passant par derrière Chaillot, voir ces spectacles, ces choses-là. Et là, ça a été extraordinaire, parce qu'il y avait chaque fois 150, 200 personnes qui arrivaient là. Un jour, à Chaillot, un directeur de la recherche de l'INA a vu la pièce. Pièce, il était très favorablement impressionné pour ça, au point qu'il me dit, mais écoutez, moi je m'occupe de la recherche, je fais de la Nouvelle Image, est-ce qu'on ne pourrait pas tourner ça à l'INA et travailler l'image, je peux moi je me dis, je lis la Nouvelle Image, moi j'imaginais des trucages, c'était des trucages. Puis je me dis, elle me dit, on fera comme ça une captation à l'INA avec 3 caméras dans un truc de ça, et après vous traitez l'image. Bon, il me décide, et je dis, j'accepte sa proposition. Prenons donc un peu le temps d'évoquer ceux qui sont absents, tués par les
silencieux, les policiers. Et je me rends compte, comme ça peu à peu, que le travail, et je les vois travailler sur l'image, et ils avaient tous la volonté de fabriquer de l'image. Et moi, donc, quand ils m'apprenaient qu'ils travaillaient sur ça, je me disais, mais non, mais il ne faut pas travailler l'image. C'était comme... et ils voulaient transformer, ils voulaient faire quelque chose qu'ils avaient dans la tête de l'image qu'ils voyaient. Moi, je leur dis, mais non, mais écoutez, les images, ça a une propriété propre, c'est comme un acteur. Et là, je me dis, mais c'est la même chose. Les acteurs, on veut leur faire jouer quelque chose, alors qu'on veut leur faire jouer quelque chose comme le metteur en scène y pense, et c'est ce que je définissais pas à l'époque, ils veulent inscrire les signes de leur maîtrise, les metteurs en scène, sur le corps propre de l'acteur. Quel corps propre? Mais ce qu'il faut laisser s'exprimer, c'est le corps propre de l'acteur, pas le rendre propre pour mettre les signes de maîtrise du metteur en scène ou qui interprète une œuvre comme ça pour montrer comment il est fort dans cette truc. Donc, et je dis, mais là, il faut traiter les images comme ça. Et paradoxalement, cette chose, c'est que j'ai travaillé sur l'image de la même façon que j'ai travaillé avec les acteurs. Ça, c'est un truc absolument incroyable. Donc, les résultats, quand même, que l'on voit, c'est le travail qui pendant 10 années de ma vie, à partir de là, j'ai fait des expositions, en Italie, etc., beaucoup. À Bobo a fait 3 manifestations, et j'ai fait des recherches, j'ai fait 3 films ou 4 films de recherche sur les images, et l'œuvre complète qui s'est un peu perdue, qui s'est complètement déliquéfiée. Maintenant, je ne sais pas comment on va faire pour en sortir, de Flash Rouge. Matteo mi ha detto che un giorno ha incontrato una donna seducente, affascinante. No, non una donna, ma una ragazza, un adolescente. Le ha sorriso, lei gli ha fatto un piccolo cenno gentile. Poi è arrivata una moto guidata da un ragazzo con le blusumare. Carlo Matteo è tuo padre e lui parla a vanvera. Matteo, mio padre vuole che lo chiami Matteo. L'adolescence de l'art, parce que ça ne parlait pas de l'art, mais de l'art en train de naître. Et au fur et à mesure que je parlais de l'art en train de naître, je me disais, mais l'art en train de naître, c'est l'art. Une fois qu'il est devenu l'art, c'est plus l'art. Allora faccio un adolescente. No, meglio, vai, un adolescente. Un adolescente. Le ha sorriso. Je pense que le moment de l'adolescence, le moment de l'entrée de l'adolescence, il y a une beauté insaisissable, comme ça, ce moment insaisissable. Et ce qui est formidable, par exemple, dans le cas de Federica, quand elle a 2 ans, qu'elle doit dire adolescente, et elle n'arrive pas à dire adolescente. Pourquoi elle n'arrive pas? Parce qu'elle est adolescente, donc elle ne comprend pas ce que je lui demande. Elle ne comprend pas, elle l'est. Mais moi, je lui demande, et je m'obstine parce que je suis heureux, et presque de voir comment elle n'arrive pas à le dire, parce qu'elle l'est. Jamais elle est autant adolescente que quand elle essaye de dire adolescente, qu'elle ne comprend pas qu'elle est adolescente. Parce qu'elle l'est. On ne peut pas te demander de dire ce que tu es quand tu es ce que tu es. Alors c'était cette recherche, c'est cette insistance, c'est cette... Et pour moi, l'art, c'est cette chose insaisissable, cette chose fragmentaire, c'est ce moment de la jeunesse qui est un instant de mort aussi, parce qu'elle disparaît. On dit à Pic, on était assis un soir d'été sur une place en Toscane, et puis un soir dans l'après-midi, il faisait une chaleur terrible, il y avait les vieux là-bas dans un coin qui étaient là sous l'arbre, nous on était là, terrasse d'un café, bien comme ça, puis il y avait la place vide, remplie de soleil, des remparts, et puis d'un coup il y a justement une adolescente qui passe, et puis elle traverse la place comme ça. C'était ça l'adolescence, c'était cette traversée, ce moment fragile d'une beauté insensée. Quelque chose qui disparaissait au moment où ça naissait, ce moment artistique, cette recherche humaine
la plus fragile qui soit, la plus désespérée. Et j'avais un texte, d'ailleurs je le retrouverai, absolument incroyable, d'André Breton là-dessus, mais je ne l'ai pas là. Dont il parle, comme ça. Et oui, parce qu'il dit, il parle d'une jeune fille qui veut trouver l'amour toujours, une adolescence, toujours. Ce mot qui est le plus beau, qui ne dure toujours, ce mot qui va ne durer que le temps de le dire. Le spectateur ne doit pas s'attendre à une compréhension logique de chaque partie du film, scénario, son et image, mais plutôt à une émotion générale qui lui livrerait les beautés inédites de la pensée intérieure. À qui ça s'achète une plage? Une si jolie petite plage, à hommes et à chiens. C'est une qui travaille, alors que les foules frient. Sur cette si jolie petite plage, un cuirassé Potemkin débarque sa viande pourrie de verre. Cette si jolie petite plage est comme cette viande couverte de verre. Ces hommes et ces femmes sont les poux des plages. Cette si jolie petite plage. Je ne comprends pas ma place. Il faut recommencer. Ah, moi je vois pas. Là. Il faut recommencer. Et laisser Sébastien là. Ah, c'est ça. Oui, je vois pas où je suis. Assieds-toi. Bon, on va revenir. Quel film? Non. Ouais, c'est difficile de voir un film et en parler. Je vais m'attendre un jour, faire passer un jour. Ouais, mais comment on a fait? Comment le jour est passé? Laissons passer 2-3 jours. Et puis... Si je dois dire le sentiment que j'avais à cette époque-là, c'était la lecture de Joyce. C'est-à-dire, ah oui, ouais, oui, c'était ça qui me mettait dans la tête, et j'ai voulu faire le dialogue intérieur, etc., etc. Puis il y avait tout le reste. Est-ce que, comme ça, dans l'après-coup, est-ce que tu as le sentiment que ça participait à un mouvement général, voilà. Parce que moi je vois ça comme ça. Je te vois comme quelqu'un qui écrit un poème et puis qui va le mettre en image, qui va faire des images avec, enfin. Je vois ça comme ça, hein. Close Vision et les films de Vigo, ils arrivent à un moment capital de basculement du cinéma. Voilà, on peut dire ça. Ça, il y a une invention qui se passe dans Zéro de conduite. Il y a une liberté en plus de ton et que je retrouve dans Close Vision. C'est une liberté de ton comme ça. Je parle de Vigo, mais je pourrais parler de Cocteau à la même époque. Et puis, avec toi, les dernières images, là, elles m'évoquent irrésistiblement Cocteau, c'est-à-dire une espèce de liberté de travailler, de faire ce qu'on veut avec les images, les ralentir si on veut, etc., pourvu que ce soit au nom de la poésie, finalement. Non ? C'est moi l'idée comme ça qu'il faut comprendre quelque chose. Je ne sais pas comment sont les autres, mais ce qui était
je pense, un petit peu propre à moi, c'était pas le fait de faire des films, d'écrire des poèmes, de faire des choses. C'était d'être dans ce que je faisais. L'importance primordiale, c'était quelle vie ce que je faisais me donnait. Et donc, ça, c'était pour moi l'essentiel. C'est-à-dire l'idée d'une jouissance dans ce que je faisais. Après, une chose qui était sortie, même toutes mes pièces, tout ce que j'ai fait comme ça, le plus important, c'est quand je faisais les choses. C'était créer un journal, c'était faire un truc, c'était la vie que ce projet me donnait, avec les gens que je rencontrais, les gens comme ça. Et puis, donc, j'ai beaucoup de femmes tout autour de ma vie, c'est que des femmes autour. C'est moi qui... il n'y avait pas de femmes comme ça, parce que j'amenais toute une source de choses comme ça, qui était dans lequel j'accomplissais ce que j'avais envie de vivre au jour le jour, sans... J'ai jamais eu trop envie de... Après, une fois que c'était fini, par exemple, quand je faisais une pièce comme ça, souvent je partais. Une fois sa pièce était faite, qu'elle sortait, je suivais pas, je partais ailleurs, je partais comme ça, parce que j'avais tellement joui à la montée, à faire les choses, à être comme ça dans ce que j'étais, que j'estimais que c'était déjà la récompense que j'avais d'avoir vécu la vie que j'avais. Donc j'ai toujours fait des choses pour pouvoir vivre comme j'aimais vivre. C'est que j'ai pensé très 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 tôt cette phrase bizarre, c'est que je n'assisterai jamais aux conséquences de tous mes actes. D'accord. Si ces mots jamais dits dégageaient spontanément cette chaleur, cette passion de veille de fête. On s'en va? Oui. J'allais me renseigner pour savoir ce que je faisais sur les boutiquiers de la Seine. Maintenant, où la jeunesse peut aller, elle va tout droit. Elle va s'éduquer là. Elle va chercher sa vérité là. Pas en se baladant le long de la Seine. Alors où elle est l'avant-garde de ça?